La DGFP, je disais, la DRH de l'État, c'est une formule récente en fait, qui date de 2016. Nous avons été créés en 1945 à la Libération pour porter une vision interministérielle des enjeux de fonction publique. Nous sommes d'abord, encore et toujours, j'ai envie de dire, une direction juridique. Nous écrivons les textes transverses, les textes du statut général. Nous sommes aussi une direction qui a diversifié beaucoup ses modes d'action au-delà de cette compétence juridique qui reste évidemment essentielle. Nous organisons des colloques, des échanges de bonnes pratiques, nous impulsions des politiques dans tous les domaines de la RH. Et bien sûr, nous sommes la maison du dialogue social interministériel. Nous assurons le secrétariat du Conseil commun de la fonction publique, également du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État. Alors la mobilité dans ce contexte, j'ai envie de dire que la mobilité c'est un peu l'ADN de la direction, puisque depuis l'origine nous sommes là pour décloisonner, pour porter une vision globale et donc favoriser des parcours qui soient diversifiés, qui ne sont pas limités à un seul secteur, à un seul employeur public. Et la mobilité européenne et internationale qui nous occupe aujourd'hui, qui est le thème du jour, elle est une autre dimension de cette mobilité géographique, professionnelle, fonctionnelle, qui apporte une dimension supplémentaire au service des agents d'abord, parce que nous sommes convaincus qu'avoir des carrières qui intègrent cette dimension européenne et internationale, c'est enrichissant, c'est attractif aussi, ça peut être attractif du coup pour la fonction publique et attirer des nouveaux talents. Ça permet aux agents de développer d'autres compétences, de renforcer leur employabilité. C'est positif aussi pour les administrations, puisque les administrations disposent en leur sein, peuvent disposer donc en leur sein d'agents qui, avec cette expérience, ont connu d'autres environnements administratifs, des environnements potentiellement à l'étranger, dans la sphère européenne, et donc se sont enrichis d'autres pratiques. C'est aussi positif pour les administrations parce que, on en est tous conscients, je pense, il n'y a plus de sphère de l'action publique, de domaine de l'action publique qui ne revêt pas une dimension européenne et internationale. Et puis, dernier élément qui nous tient à cœur beaucoup à la DGFP, c'est aussi une manière, projeter ces agents, de promouvoir le modèle français de fonction publique à l'étranger. Je ne dis pas que nous sommes irréprochables, on travaille tous les jours à améliorer la fonction publique française, mais elle demeure aujourd'hui encore une référence au niveau international. Et j'en veux pour preuve qu'il ne se passe pas une semaine sans que la DGFP soit sollicitée par des administrations étrangères, des ambassades, pour nouer des liens, connaître l'expérience française, créer de nouvelles occasions d'échange. Mon point de vue est celui d'une universitaire, d'une sociologue, d'une politiste qui a travaillé sur la fonction publique territoriale, sur l'ENA, sur la magistrature plus récemment. Et donc, ma perspective sur la mobilité, elle est imprégnée par des traditions de recherche en sciences sociales qui regardent la mobilité comme un phénomène effectivement pluriel. Et la question, me semble-t-il, qu'il faut se poser sur ces mobilités européennes, c'est comment elles s'agencent avec d'autres formes de mobilité. Donc, en sociologie, le domaine le plus travaillé depuis le plus longtemps est celui de la mobilité sociale. Autrement dit, dans une société marquée par une stratification sociale forte, dans laquelle les inégalités ont tendance à se renforcer, qu'est-ce qui fait que certaines personnes, au terme de quel parcours, vont réussir à acquérir une position sociale plus élevée que celle de leurs parents, par exemple, ou au contraire vont connaître une forme de déclin et de déclassement. Et par ailleurs, ça c'est ce qu'on appelle la mobilité intergénérationnelle, et puis par ailleurs, qu'est-ce qui fait qu'au cours d'une vie active, d'une vie professionnelle, on arrive ou pas à connaître des formes de promotion et donc d'ascension sociale par le travail. Les différents, ce qu'on appelle aujourd'hui les trois versants de la fonction publique, ont participé à la dynamique d'ascension sociale et de promotion sociale qui est caractéristique de ces décennies d'après-guerre. Pourquoi ? Parce que du fait du recrutement par concours, ouvert aux femmes précocement pour la plupart de ces concours, en tout cas dans le 2e, 20e siècle, eh bien, la fonction publique a permis à des personnes issues des classes populaires qui avaient suivi une scolarité rallongée par rapport à leurs aînés, par exemple, qui avaient obtenu le bac à lauréat ou qui avaient entamé des études supérieures, d'obtenir une position à l'intérieur de l'emploi public plus élevée que celle de leurs parents. Donc la fonction publique dans les décennies d'après-guerre, en particulier pour les femmes issues des classes populaires, parce que c'est elles qui ont assez rapidement obtenu des diplômes relativement élevés dans la hiérarchie scolaire, a permis et a accompagné cette ascension sociale. Or, on sait que depuis les années 80-90, cette dynamique d'ascension sociale à l'échelle de la société en général, mais aussi de la fonction publique en particulier, elle s'est fortement ralentie. Les trajectoires de mobilité sociale intergénérationnelle, mais aussi intragénérationnelle, à l'échelon d'une carrière, disons, sont plus rares qu'elles n'étaient par le passé.
Et c'est un des enjeux récurrents des réformes de l'ENA, notamment devenu Institut national du service public récemment. Donc ça, c'est une première forme de mobilité qui est importante du point de vue de la cohésion sociale et du point de vue des transformations, de la stratification sociale de la société. On peut l'articuler, bien sûr, avec les enjeux de mobilité géographique. Mobilité géographique, là encore, qui peuvent être à plusieurs échelles et qui peuvent ou non s'accompagner d'un changement d'employeur. Ça a été pendant longtemps un facteur de divergence entre les deux principaux versants de la fonction publique en termes d'effectifs, l'État et la territoriale. Au sens où dans la fonction publique de l'État, de très longue date, dès le 19e siècle, il y a dans de nombreux emplois une exigence de mobilité géographique. Si on se revient au 2e, 20e siècle, que l'on soit employé des postes ou que l'on soit enseignant, enseignante du second degré, bien souvent, on devait quitter sa région d'origine au moment de l'affectation et connaître ensuite une mobilité géographique plus ou moins contrainte, plus ou moins choisie, par exemple si on souhaitait se rapprocher de sa région d'origine. Aujourd'hui encore, les hauts fonctionnaires, les hautes fonctionnaires ont le plus souvent une obligation de changer régulièrement de fonction pour espérer avoir une ascension professionnelle à l'intérieur de leur corps. Ce qui est frappant, c'est que de manière plus générale, aujourd'hui, la société tout entière est plus mobile géographiquement, en particulier en lien avec les impératifs de travail. C'est quelque chose qui apparaît de manière très visible dans le débat public au regard des trajets domicile-travail et de leurs implications en termes de coûts financiers, mais aussi de coûts écologiques, auxquels on est de plus en plus sensible et heureusement. Mais ce qu'il faut également avoir en tête, c'est que la mobilité liée au travail, elle peut également être exigée par l'employeur. Okay, hors du périmètre de la fonction publique, c'est évidemment le cas des aides à domicile, par exemple, qui se déplacent de logement en logement et qui ont à assumer ce coût et cette charge de la mobilité géographique à l'intérieur d'une journée de travail. Dans la fonction publique aussi, ces phénomènes de mobilité journalière exigée par les fonctions, par l'employeur, est également prégnante. Je prends un exemple. Un certain nombre de régions ont fusionné il y a une dizaine d'années, et un certain nombre de ces régions fusionnées maintiennent 2 chefs-lieux. Et cela conduit les cadres, la haute administration de ces conseils régionaux à bouger, à aller d'une de ces capitales régionales à l'autre. Donc voilà, la question des mobilités professionnelles aujourd'hui, elle est intégrée de manière structurante dans les conditions de travail, dans les conditions d'emploi. Dernier point peut-être, autre rapport de la sociologie, c'est le sociologue Robert Castel, spécialiste de la question sociale, qui dès les années 90 avait parlé de mise en mobilité généralisée du salariat, et il en faisait une des dimensions de la crise en fait de la condition salariale autour de la montée en puissance de formes de précarité. Par mise en mobilité généralisée, Robert Castel parlait du fait de la raréfaction des contrats à durée indéterminée, par exemple, et de l'explosion des CDD, de l'intérim, etc. Les actifs, les actives sont de plus souvent amenés à bouger au sens de changer d'employeur et éventuellement connaître une mobilité géographique. Alors ce phénomène de mise en mobilité généralisée, on pourrait considérer qu'il est assez loin de la fonction publique, où la norme de l'emploi pérenne est structurante, en particulier dans notre modèle français de fonction publique. Néanmoins, il faut avoir en tête que depuis une vingtaine d'années, la proportion de contractuels augmente, en particulier dans la fonction publique de l'État, que toutes versants confondus, elle concerne aujourd'hui 20% des agents, et que donc cette question de la mobilité liée à la non-pérennité de la relation d'emploi, elle concerne désormais, y compris l'emploi public. Alors pour revenir à la mobilité européenne, la question qu'on peut se poser, que j'ai énoncée dès le départ, c'est comment cette forme de mobilité que l'on cherche aujourd'hui à développer va s'articuler avec les autres formes de mobilité déjà très nombreuses que j'évoquais. Est-ce qu'on cherche à en faire un complément, une alternative? Est-ce qu'on est dans une logique de cumul ou de subsidiarité? Est-ce que, de la même manière que depuis déjà plusieurs décennies, la mobilité à l'intérieur des administrations françaises est devenue une condition pour la promotion professionnelle dans un certain nombre de fonctions? Est-ce qu'on va faire de cette mobilité européenne une condition de cette mobilité professionnelle? Je pense que c'est un vrai enjeu dont on continuera à débattre, puisqu'en l'occurrence, il existe aussi des inégalités face à ces mobilités. Alors, avant de répondre précisément à votre question, c'est vrai qu'il faut remettre un peu les choses en perspective encore pour reprendre votre optique, c'est-à-dire cette mobilité européenne, elle s'inscrit d'abord dans des mobilités internationales. Il y a d'autres formes de mobilité à l'international dans les administrations, c'est bien d'en rappeler un peu la typologie. D'abord, la première forme de mobilité à l'international, c'est évidemment dans le réseau des administrations françaises à l'étranger.
dans le réseau des ambassades, des instituts, des lycées. C'est de loin la plus nombreuse. On parle de 10 000 agents du ministère des Affaires étrangères à l'étranger, donc 5 000 expatriés, 5 000 agents de droit local qui peuvent être parfois des agents du pays, mais aussi parfois des Français sur un poste de droit local. Elle présente un grand intérêt aussi parce que, pour rebondir, elle couvre toutes les catégories, sans aucun doute. On trouve des agents des catégories C, des catégories B et des catégories A dans le réseau. Le deuxième élément en fait, de la typologie, ça serait ces dispositifs structurés qui permettent à des agents pour des longues durées d'exercer leurs compétences dans une autre administration. Et là, les deux dispositifs, on va dire emblématiques, classiques, c'est le dispositif des experts techniques internationaux, avec une cible à 300 personnes en 2023. Ça peut paraître plutôt raisonnable comme chiffre, mais enfin, à une époque, c'était beaucoup plus développé. On avait des milliers, voire des dizaines de milliers d'experts techniques, de coopérants dans les administrations étrangères jusqu'aux années 80. En tout cas, il y a une volonté du président de la République de relancer cette forme de coopération. Et toujours dans ces dispositifs structurés, il y a les experts nationaux détachés qui travaillent au sein des... Donc ce sont des fonctionnaires nationaux, souvent... peuvent être français, qui travaillent dans les institutions européennes et qui apportent leurs compétences, notamment à la Commission européenne. C'est très utile pour la Commission européenne de pouvoir avoir un regard de personnes issues des États membres. On aimerait bien d'ailleurs qu'il y ait un peu l'inverse aussi, c'est-à-dire des fonctionnaires européens en plus grand nombre qui viennent dans les États membres. Mais c'est un autre sujet, on pourra peut-être en reparler. Troisième élément de cette typologie, ce sont des dispositifs qui sont plus ponctuels ou sectoriels, organisés par les ministères eux-mêmes, thématiques. La DGFP n'a pas une visibilité complète sur ces dispositifs. Je peux vous en citer un, par exemple, à visée professionnalisante. Il existe un master franco-allemand de gouvernance et ce master intègre une mobilité courte, un stage de plusieurs mois en administration. Et puis, il peut y avoir des démarches individuelles qui peuvent intéresser ponctuellement les administrations. Ça permet déjà de prendre un peu la mesure des chiffres. J'ai dit 10 000, j'ai oublié un autre chiffre intéressant, enfin je l'ai omis, 8 000 enseignants détachés à l'étranger, sans compter certains sur contrat de droit local. Vous voyez, c'est quelques dizaines de milliers de personnes, vraiment maximum en intégrant les ambassades. C'est pas considérable à l'échelle de l'administration française. Sur le pourquoi on cherche à le développer, j'ai déjà évoqué l'intérêt en termes professionnels, en termes techniques, ce que ça peut apporter aux agents, ce que ça peut représenter en termes d'attractivité, ce que ça peut apporter aux administrations. Mais il y a un autre aspect, on va dire plus politique, qui renvoie vraiment directement à la coopération européenne, c'est qu'on ne peut pas voir la mobilité européenne sans la détacher du projet européen. Et on voit bien que c'est une manière de nourrir le projet européen, d'avoir des personnes qui ont travaillé soit dans les institutions, notamment à Bruxelles, soit dans un autre État membre. C'est des personnes qui auront forcément une approche plus charnelle de l'Europe, qui l'auront vécu. Cette mobilité européenne, elle est particulière parce qu'elle a cette vocation qui consiste à faciliter le travail en commun, à nourrir le projet européen. Elle est aussi particulière parce qu'elle permet de s'appuyer sur l'acquis communautaire. N'oublions pas que tous les emplois de l'administration sont ouverts aux autres citoyens des États membres, sauf les emplois de souveraineté évidemment. Et troisième élément, nous pouvons nous appuyer sur certains dispositifs qui existent déjà. J'ai évoqué le dispositif des experts nationaux détachés, mais il y a aussi historiquement un programme qui existait et sur lequel je reviendrai, qui était le programme Bellevue, qui visait à développer la mobilité entre États membres, que nous cherchons à ressusciter. C'est l'un des objectifs de la présidence française de l'Union européenne. Vraiment, c'est un des objectifs clés, c'est de redonner un nouvel élan à cette mobilité, et à deux égards, de renforcer ce programme, de le ressusciter en fait quasiment, même s'il existe un pilote qui a été lancé sous présidence portugaise, et vraiment de lui donner une toute autre ampleur pour avoir enfin un programme un peu emblématique, chapeau, transverse d'échanges entre administrations des États membres, ce qui n'existe plus, ce qui est quand même un peu aberrant vu le niveau d'intégration entre nos différentes administrations. Et c'est aussi d'inciter toutes les administrations à partager leurs expériences en matière de promotion de la mobilité. Alors ça peut être la mobilité européenne internationale, ça peut être toutes les formes de mobilité. Et l'idée, c'est d'aboutir à une sorte de boîte à outils partagée. Nous allons organiser une université, alors ça sera plutôt une université de printemps qu'une université d'été, mais c'est l'idée d'une semaine à Strasbourg au mois de mai, à partir du 9 mai, dans la lignée de l'initiative prise par les collègues allemands, qui va être un grand moment d'échange pour partager un peu les expériences, les obstacles, ce qui marche bien
entre États membres. Et pour reboucler pour rebondir vraiment sur ce que vous avez dit, on voit bien que dans les défis de la mobilité européenne, de la mobilité internationale, il y a d'abord, ne l'oublions pas, le multilinguisme. C'est pas forcément évident d'aller dans une autre administration. Je veux dire, on voit bien que ça peut être plus facile dans des pays où les Français, les fonctionnaires peuvent avoir des compétences linguistiques un peu plus prononcées, évidemment l'anglais, mais à ce moment-là, tous les États membres n'utilisent pas l'anglais comme langue administrative. C'est même devenu extrêmement minoritaire, plus minoritaire que jamais, après le départ des Britanniques. Voilà, donc ça c'est quand même le premier défi. Vous ne pouvez pas aller dans une autre administration si vous ne parlez pas la langue. Sinon, sur des programmes peut-être plus courts, où à ce moment-là, on peut échanger dans des langues plus répandues, sans citer la plus répandue. Et dans les défis, il y a aussi c'est l'inclusion. C'est évidemment que cette mobilité, elle soit ouverte à tous. On voit bien que certains dispositifs, comme le dispositif des experts techniques internationaux ou des END, est avant tout destiné à un public de cadres. Ce n'est pas le cas, en revanche, je l'ai dit, du réseau des administrations françaises à l'étranger, qui accueille pour le coup des fonctionnaires vraiment de très nombreuses origines. Et là, vraiment, il y a un travail à faire. C'est pas évident, il faut, comme je disais, passer à l'échelle. On a déjà un défi à relever pour simplement la développer au niveau des cadres, mais évidemment, il y a un autre horizon qui est de lui donner une toute autre ampleur pour justement nourrir ce projet européen, y compris au niveau administratif. Au-delà des éléments qui ont été apportés et qui sont évidemment justes, il me semble que ce qui est déterminant, c'est quel type d'objectif, en termes de politique et de politique publique, on suit en voulant développer la mobilité européenne des fonctionnaires. En l'occurrence, vous l'avez évoqué, on est engagé depuis plusieurs décennies dans un processus d'européanisation des politiques publiques, dont la recherche a montré qu'elle ne conduit pas à un raz-de-marée, à une adoption unilatérale des règles européennes, mais plutôt à des logiques souvent nationales, voire territoriales, d'appropriation, de reformulation, de traduction des normes. En tout cas, ce processus d'européanisation des politiques publiques fait qu'en France, comme dans les autres pays membres, on est de plus en plus amené à regarder ce qui se fait chez nos voisins quand on cherche à élaborer un nouveau programme de politique publique. Cette logique de comparaison internationale, qui est désormais généralisée dans les processus de politique publique, en particulier au moment de l'élaboration de ces nouveaux programmes, elle repose le plus souvent sur une comparaison à distance. C'est-à-dire que aujourd'hui, évidemment, on a beaucoup de sources, de rapports de synthèse, de documents disponibles sur le net et apparemment aisément accessibles, qui permettent de savoir à peu près ce qu'il passe ailleurs. Régulièrement, on a la possibilité d'avoir un interlocuteur, une interlocutrice dans une administration similaire qui va nous servir de point de contact, de point d'entrée dans ce réseau. Mais malgré tout, ces formes de comparaison à distance, elles présentent des limites. En particulier, elles conduisent souvent à figer, à simplifier les modèles étrangers, dont on perçoit très mal les tensions, les contradictions, ou dont on ne voit qu'une partie des conditions de succès, souvent fortement ancrées dans des sociétés, dans des institutions qui sont encore relativement idiosyncrasiques, relativement spécifiques. Donc en l'occurrence, c'est un des enjeux que je vois pour ma part au développement de la mobilité des fonctionnaires français, c'est de faire des séjours de plus longue durée, de s'immerger véritablement dans d'autres administrations, qu'il s'agisse d'administration nationale, d'administration locale ou d'administration européenne, pour revenir en ayant une perspective beaucoup plus étayée, beaucoup plus nuancée aussi potentiellement de ces situations étrangères, de manière à rendre plus robuste ce processus dit de benchmarking européen. Je ne peux qu'approuver, si vous me permettez de rebondir immédiatement. On voit bien que pour s'imprégner des logiques administratives, il faut aller au-delà simplement des documents, des statistiques, des règles même, et parfois même des échanges à distance. Il faut aller sur place. Nous disposons d'un réseau européen des administrations publiques, dit EUPAN dans le jargon, donc ce réseau européen. C'est un réseau intergouvernemental, mais qui suit l'ordre des présidences de l'Union européenne. Donc la France, bien sûr, exerce la présidence de ce réseau jusqu'en juin prochain. C'est un réseau qui rassemble notamment les directions des fonctions publiques des différents États membres, et il est complété depuis quelques mois par un groupe d'experts de la Commission européenne qui donc permet de susciter également des échanges, notamment entre les directions en charge de la transformation publique. Alors ce réseau sur la mobilité, il n'est pas resté inerte toutes ces années, il a suivi ces sujets, et il a construit deux outils que j'ai déjà effleurés, qui sont ces universités d'été,
qui sont des moments privilégiés d'échange lancés par les Allemands, et ce programme pilote d'échange lancé sous présidence portugaise qui vise à ressusciter, ce qui paraît de nouveau, je le dis, un peu aberrant, mais il n'y avait plus de programme transverse, il faut vraiment en être conscient, chapeau, d'échanges entre États membres, si possible de longue durée, même si à court terme on est plutôt sur, via ce programme, hein, c'est sans exclusive évidemment d'autres initiatives, sur des séjours plus courts. Certains évoquent le terme de learning expedition, hein, donc de voyage d'apprentissage pour s'imprégner d'une problématique. On pense que déjà des séjours courts de quelques semaines avec les experts d'un domaine donné peuvent permettre déjà d'avoir une approche un peu plus fine des problématiques. Également le fait que nous poussons aussi beaucoup à relancer ce programme d'échange. Nous participons au programme pilote lancé par les Portugais. Nous cherchons aussi à lui donner une nouvelle impulsion avec un programme pérenne. C'est vraiment ça l'objectif stratégique. Et pour y parvenir, nous avons besoin d'un financement aussi européen. Ça sera sans doute une des conditions de réussite essentielles et la Commission européenne, semble-t-il, est prête à nous y aider. Nous sommes vraiment très heureux de ce soutien. Je pense qu'il y a vraiment un consensus, une prise de conscience vraiment qu'il faut aller plus loin dans la connaissance mutuelle. Je veux dire, il y a de multiples indices qui indiquent vraiment que cette conscience est largement partagée. J'ai évoqué cette initiative de la Commission qui consiste à créer un nouveau groupe d'experts. C'est complètement nouveau hein, dans un domaine traditionnellement national, qui est celui des organisations administratives. L'autre indice, c'est le fait que nous en sommes déjà en 2 ans à une deuxième réunion des ministres de la fonction publique et de la transformation publique. Il n'y avait pas eu de réunion de ministres de la fonction publique depuis 2014. Et en 2022, il y en a déjà eu une à Lisbonne en 2021 et une nouvelle à Strasbourg en 2022, hein, souhaitée très fortement par notre ministre Amélie de Montchalin. Et donc, il y a un peu un momentum en fait. Hein. On voit bien qu'il y a un souhait partagé d'aller beaucoup plus loin en matière de fonction publique et de donner au réseau des administrations publiques une nouvelle impulsion en matière d'échange. Je ne sais pas si la culture européenne existe. Plus exactement, ce qu'on appelle aujourd'hui la culture européenne, c'est voilà, une espèce d'ensemble hybride qui s'est construit avant tout dans les institutions de l'Union européenne. Mais quand on parle de mobilité des fonctionnaires français à l'intérieur de l'Union européenne, on parle certes de mobilité éventuelle à Bruxelles ou ailleurs, mais on parle aussi de mobilité dans les administrations des États membres. Et en l'occurrence, l'histoire de l'administration des États membres est une histoire locale et nationale. Je dis locale et nationale parce qu'on a aussi des rapports entre administration locale et administration nationale qui varient beaucoup d'un État à l'autre. Mais en tout cas, c'est avant tout à une échelle je dirais, communautaire, que ces administrations nationales se sont bâties. Et donc, en l'occurrence, vivre une mobilité dans un État membre de l'Union européenne, c'est très probablement faire l'expérience d'une forme d'altérité, hein, d'une forme d'étrangeté, que ce soit dans les relations avec les collègues, les relations avec la hiérarchie, les relations avec le public pour les agents qui sont au contact du public. Donc, en l'occurrence, outre évidemment les compétences linguistiques qui constituent un prérequis, mais qui peuvent aussi être anticipés sur quelques années en précédant une mobilité. L'enjeu, c'est être en capacité de trouver des repères, y compris d'accepter d'être dépaysé dans un système administratif qui reste très différent du nôtre. Et en l'occurrence, puisque vous me posez la question des enjeux de formation, il y a très clairement, hein, depuis longtemps, maintenant depuis la fin du XXe siècle, un fort développement, pas seulement à l'ENA, mais dans beaucoup de masters, en fait, tels que celui que vous évoquiez tout à l'heure, un vrai développement en fait, de la formation aux questions européennes dans les formations supérieures. Néanmoins, là encore, je reviens à mon premier point, cette formation aux questions européennes, c'est avant tout une formation aux institutions de l'Union européenne, aux politiques européennes. Évidemment, tout cela est absolument essentiel, mais j'ai l'impression que par rapport, y compris aux années 60-70, on étudie beaucoup moins les administrations nationales, locales, des autres États membres de l'Union européenne. Or, il me semble que l'on devrait vraiment tenir ces deux aspects et avoir un enseignement comparatif autour des traditions bureaucratiques européennes, par exemple, autour des transformations aussi, puisque ces bureaucraties européennes, elles se sont considérablement nationales à l'intérieur de l'Union européenne, devrais-je dire, elles se sont considérablement transformées dans les 20 dernières années. Et en l'occurrence, si on veut développer les capacités à la mobilité des agents publics, et en particulier des cadres, il faut certes continuer à travailler sur
l'européanisation des politiques publiques sur les institutions européennes, qui sont de surcroît complexes, donc la formation à leur égard est importante. Mais il faut aussi sans doute renouveler un enseignement finalement anciennement structuré en sciences administratives, à savoir la comparaison des systèmes européens d'administration publique et des systèmes européens de politique publique. Bien sûr que la mobilité est là pour nourrir le projet européen. Et je ne peux là encore qu'approuver. Il ne s'agit pas seulement de connaître les institutions, il s'agit de connaître les autres administrations. Et de fait, j'ai envie de dire qu'à Bruxelles, on est en bout de course de ce point de vue-là, parce que les conceptions préexistent déjà. Et si on peut aller à la source des traditions nationales, c'est comme ça qu'on peut avoir une vraie connaissance fine de ce que constitue le cœur des administrations européennes. Donc, sans aucun doute, nourrir le projet européen. En revanche, il ne s'agit en aucun cas, et voilà, je profite de cette question pour le dire, d'aller vers un modèle administratif européen unique, une conception européenne qui serait plaquée. C'est d'abord grossièrement contraire aux équilibres du traité, qui dit bien que ce sont des compétences nationales et que l'Union européenne peut intervenir en termes d'appui. Et puis ça serait sans doute illusoire, parce que comme vous l'avez indiqué, les fonctions publiques, elles renvoient à des conceptions de l'État, à des conceptions même de la société, qui varient quand même assez substantiellement d'un État membre à l'autre. Donc ça serait sans doute voué à l'échec et peut-être même inutile, voire contre-productif. En revanche, et j'en reviens à mon idée initiale, les administrations doivent prendre leur part au projet européen et nourrir cette connaissance mutuelle qui est aussi le fondement de l'action. Parce que quand on se connaît, on se comprend mieux, on négocie mieux et on peut plus facilement construire des politiques ensemble, des politiques communes pour relever les défis du siècle. Et c'est quand même fondamentalement l'objet de l'Union européenne, ce pouvoir public commun qui vise à vraiment mieux répondre aux aspirations et aux difficultés que peuvent vivre les citoyens européens. Donc certainement pas un modèle unique. En revanche, aller vers une conscience administrative partagée à l'échelle de l'Europe, oui, bien sûr, c'est l'aspiration. Dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, la mobilité est ancienne. Je veux dire, elle est presque consubstantielle du mode de travail scientifique. Et en l'occurrence, s'agissant de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire des étudiantes et des étudiants, on le sait, le programme de mobilité étudiante Erasmus est celui qui, en termes d'ancienneté, en termes d'effectifs concernés aussi, est celui qui a le plus de succès. Et qui, à mon avis, repose sur une condition qui est importante, c'est-à-dire la durée. En l'occurrence, en général, c'est 1 an, une mobilité Erasmus, et voilà, c'est pas énorme 1 an, mais en tout cas, ça permet quand même vraiment de s'immerger dans le contexte, et voilà, à l'inverse, les mobilités très brèves, très ponctuelles, outre qu'elles peuvent poser un certain nombre qu'elles peuvent avoir un coût écologique un peu disproportionné au regard de leur rapport, me semble moins porteuse véritablement d'enrichissement, tant pour les agents que pour les administrations concernées. Mais pour revenir à la question de la recherche et donc du travail scientifique, il faut avoir en tête plusieurs éléments, me semble-t-il. Je le disais, c'est un processus ancien. C'est un processus ancien qui renvoie au fait que les savoirs scientifiques n'ont pas pour vocation d'avoir une validité limitée au cadre national. Et que, évidemment, pour construire un espace de validité des savoirs plus large, il me semble indispensable de se confronter au point de vue des collègues étrangers et étrangères, tout autant que de ne pas se limiter son espace de raisonnement à la France, particulièrement dans le champ des sciences sociales qui est le mien. Aujourd'hui, très clairement, de la part des tutelles universitaires comme du CNRS, il y a une injonction à la mobilité internationale, sans que l'on sache toujours ce que cette norme d'internationalisation recouvre, et sans que les universitaires, en particulier ceux et celles qui travaillent dans les universités de masse notoirement sous-dotées, n'aient toujours les moyens de connaître cette mobilité. Donc ça, c'est une question qu'on a peu abordée jusqu'ici, qui apparaît en filigrane dans vos propos, mais en tout cas, voilà, la norme de mobilité internationale qui pèse sur le déroulement des carrières, qui pèse sur la reconnaissance professionnelle, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le monde de la recherche, mais on voit aussi à quel point ça conduit notre milieu professionnel à diverger entre ceux et celles qui se retrouvent dans des institutions, dans des positions qui leur permettent d'avoir accès à cette mobilité, et ceux au contraire qui sont accaparés par leurs charges locales et qui du coup en sont éloignés. Un deuxième facteur important, c'est pourquoi le développement récent, l'accroissement, disons, récent de la mobilité internationale dans le monde de la recherche. Eh bien, du fait de la raréfaction des postes pérennes dans l'enseignement supérieur et de la recherche française. Donc ça, en particulier en début de carrière, c'est un facteur majeur de mobilité internationale des jeunes chercheuses et chercheurs, des jeunes docteurs.
pour le dire vite. Donc en l'occurrence, cette mobilité internationale, elle n'est pas toujours l'objet d'un choix, en tout cas elle est aussi fortement le produit de contraintes liées au marché académique français. En gros, un des enjeux, c'est la question de la fuite des cerveaux et de comment la France peut du coup préparer les conditions du retour de ceux et de celles qui se sont, je le rejoins, c'est moi-même l'expérience que j'ai faite pendant 4 années au Canada, qui se sont enrichis avec cette expérience internationale. Et à cet égard, et ça vaut je pense pour les mobilités des fonctionnaires aussi, accueillir quelqu'un qui a été à l'étranger, ça suppose de la part de l'administration ou de la part de l'université, de la part de l'organisation qui reçoit cette personne de retour, ça suppose une capacité à accepter une forme de critique, accepter une forme de mise en discussion, de routine préétablie, de certitude peut-être un peu trop construite. Donc en gros, intégrer la mobilité internationale au sein d'une dynamique organisationnelle, c'est accepter que celle-ci soit un vecteur de changement, non seulement pour l'individu concerné, mais aussi pour l'organisation tout entière. Et à cet égard, il y a probablement un certain nombre de règles juridiques à faire évoluer pour que ces mobilités internationales, elles soient davantage prises en compte aussi dans le déroulement des carrières. Je vous prends un seul exemple qui m'a concernée. Quand on a été en poste dans une université étrangère, qu'on revient en France, dans une université française, du point de vue du calcul de l'ancienneté, il y a seulement la moitié des années passées à l'étranger qui peuvent être reconnues. Donc, autrement dit, si on passe 10 ans à l'étranger, on ne progressera que de 5 ans dans sa carrière d'agent public français. Et ça, clairement, c'est un frein à la mobilité internationale et à sa reconnaissance à l'intérieur des carrières françaises. Donc voilà, c'est juste un exemple très localisé. Mais il me semble que, voilà, dans la mesure où, vous l'avez dit, la fonction publique française, elle est fortement structurée par des règles juridiques dans un cadre français du droit administratif. De la même manière que depuis le début des années 90, la fonction publique française est ouverte aux ressortissants des États membres, il serait bon de penser à faire évoluer aussi ce droit de la fonction publique pour mieux prendre en compte des carrières qui se sont en partie déroulées à l'étranger et pas toujours dans le cadre d'une mobilité organisée par l'administration. Pour avoir, c'est vrai, une mobilité réussie, il faut bien s'y préparer. Il faut sans doute, quand on est en mobilité internationale ou au niveau européen, maintenir le lien avec l'administration d'origine, c'est aussi conseillé. C'est aussi positif pour l'administration elle-même. Et puis, bien sûr, il faut préparer le retour. Et c'est vrai que le retour est crucial à bien des égards, parce que plus le retour se fait dans de bonnes conditions, plus les gens, les collègues sont incités à partir. On sait bien que mieux on revient, plus on est encouragé à partir. Voilà. C'est la qualité du retour qui fait aussi l'incitation au départ, en fait. Donc c'est absolument essentiel. Il y a ces dimensions de valorisation statutaire, pourquoi pas, et je prends bonne note de ce que vous évoquez. C'est pas la DGFP qui tient la plume pour le coup de ce genre de texte, mais enfin quand même, ça pourrait, c'est un sujet, je pense que tout n'est pas encore réglé et on a au moins encore j'ai au moins encore un ou deux sujets à l'esprit pour mieux valoriser les expériences européennes et internationales. Donc il y a sans doute un travail juridique et statutaire à accomplir, à affiner pour valoriser ces retours. Les retours aussi, c'est une question RH, parce que souvent, c'est pas une question, il n'y a pas à l'écrire quelque part qu'il faut bien accueillir quelqu'un qui revient. C'est avant tout une question de politique RH, d'anticipation. Nous avons une stratégie qui a été formalisée dans un document, la circulaire du 3 avril 2017, qui parle précisément de la question de la valorisation. Les ministères sont chargés de la mettre en œuvre et nous poussons à sa bonne mise en œuvre en organisant notamment des échanges de bonnes pratiques et en encourageant les ministères à en tenir compte, à le valoriser dans les parcours professionnels. Donc voilà comment on agit. Je le reconnais, il peut y avoir des sujets juridiques et statutaires qui méritent encore d'être regardés attentivement. Et deuxièmement, par l'incitation, par nos leviers habituels d'échange de bonnes pratiques, d'encouragement. En fait, à mon sens, la mobilité internationale, elle pourrait s'articuler, ou en tout cas davantage que ce n'est le cas aujourd'hui, vis-à-vis des enjeux de formation continue. En fait. En l'occurrence, voilà, il y a une volonté depuis plusieurs années déjà de développer la formation tout au long de la vie. Et les objectifs de formation continue du point de vue des employeurs sont déjà anciennement fixés, mais ils ont été renforcés dans les dernières années. Et en l'occurrence, si on veut développer la mobilité internationale, ça peut être aussi un moyen d'avoir des formes de reconnaissance
à l'intérieur des dispositifs de formation continue. On n'a pas arrêté de dire depuis le début qu'on apprend beaucoup quand on est en mobilité. Et la question, c'est voilà, comment l'employeur, comment l'administration d'origine, ou celle du retour d'ailleurs, qui n'est pas forcément nécessairement la même, va être en capacité d'intégrer les apprentissages qui ont été faits durant cette période de mobilité. Et en l'occurrence, on a de nombreux outils avec la formation continue qui mériteraient, à mon sens, d'être mieux arrimés à cet égard. Il est très important que les administrations y trouvent leur compte en fait, parce qu'on voit bien que si les administrations, les employeurs publics n'y trouvent pas leur compte d'un point de vue opérationnel, ces dispositifs ne se poursuivront pas dans la durée. D'où l'importance d'utiliser effectivement au mieux les compétences acquises pour que les administrations ressentent que ça aide à leur performance. Nous en sommes absolument convaincus, mais encore faut-il qu'au cas par cas ce soit le cas. Et pour ça, il faut aussi que les administrations s'y préparent justement à utiliser au mieux les compétences acquises. Il faut que ce soit pensé, organisé dans un parcours de carrière. C'est pourquoi je parlais aussi de cet élément. L'organiser dans un parcours de carrière, le valoriser, c'est aussi un travail pour les DRH en fait, fondamentalement. Il y a beaucoup de travaux qui ont montré qu'effectivement les coûts et les bénéfices de la mobilité varient beaucoup selon le genre. Je prendrai deux exemples de recherche. Une recherche menée par des collègues sociologues et politistes qui a porté sur le plafond de verre dans la fonction publique. Et puis d'autre part, d'autres recherches qui portent plutôt sur le secteur privé, mais en l'occurrence effectivement sous l'angle de l'expatriation et des inégalités de genre dans les pratiques d'expatriation des entreprises, disons, multinationales. Donc cette recherche sur le plafond de verre dans la fonction publique, elle a comparé deux grands types d'administrations. Des administrations parisiennes, par exemple celle où on se trouve aujourd'hui, où il est possible de faire carrière finalement en changeant de fonction, en changeant d'emploi, éventuellement même d'employeur, mais en restant dans un périmètre géographique relativement restreint, Paris, l'Île-de-France. Et puis, deuxième type d'administration, les administrations déconcentrées, en l'occurrence dispersées à l'échelle du territoire. Et en l'occurrence, ce qui peut être montré par cette recherche, c'est que la logique du plafond de verre, c'est-à-dire les difficultés qu'ont les femmes à accéder aux fonctions les plus élevées, elle est finalement encore plus forte dans les administrations déconcentrées, justement parce que pour faire carrière, il y a une exigence de mobilité géographique, y compris interrégionale par exemple, ce qui est beaucoup plus compliqué à gérer pour les femmes, en particulier quand elles vivent en couple hétérosexuel et qu'elles ont des enfants, que pour les hommes placés en pareille situation. Et ça s'explique par le fait que les ressorts des mobilités géographiques diffèrent, tendanciellement en tout cas, selon qu'on est un homme ou une femme. Quand on regarde de manière statistique ou quand on fait des entretiens avec des personnes qui ont connu des mobilités géographiques liées au travail, on s'aperçoit que les hommes ont un récit beaucoup plus autonome de la mobilité géographique, orienté avant tout par le fait de répondre à des objectifs professionnels. Alors que les femmes, là encore tendanciellement, en particulier quand elles sont mères de famille, vont beaucoup plus être dans une logique de mobilité d'accompagnement. Accompagner le conjoint ou rejoindre un nouveau conjoint qui vit ailleurs. Okay. Donc il y a vraiment une asymétrie dans ces rapports à la mobilité qui mérite d'être appréhendée quand on souhaite développer des mobilités au loin, à l'étranger en l'occurrence. En particulier, et ça c'est très important, parce que la majorité de ces hommes et de ces femmes sont aujourd'hui en couple hétérosexuel, et que les logiques d'appariement au sein des couples varient beaucoup selon qu'on est un homme ou une femme. Pour le dire plus concrètement, les femmes cadres de la fonction publique ont beaucoup plus de chances d'être en couple avec un homme cadre, situé au même niveau qu'elles ou plus haut qu'elles, que les hommes, qui vont plutôt avoir tendance à être en couple avec des femmes situées plutôt en dessous d'eux, à l'intérieur de la hiérarchie socio-professionnelle. Et du coup, quand on parle de la mobilité des femmes cadres, immédiatement va se poser la question de la mobilité de leur conjoint. Et du coup, voilà, appréhender aussi ces logiques de mobilité sous l'angle des mobilités conjugales est indispensable. Tout comme est aussi indispensable le fait d'appréhender le fort impact des séparations conjugales. Puisque si je disais que la majorité des personnes d'âge actif sont en couple, beaucoup également, à un moment donné de leur vie, vont se retrouver en situation de séparation. Et on sait que ces séparations, en particulier quand il y a des enfants, pèsent avant tout sur les mères qui exercent le plus souvent la garde à titre principal de ces enfants. Et donc pour ces mères en situation de monoparentalité, le coût de la mobilité, qui plus est à l'étranger, est beaucoup plus élevé que pour les femmes qui vivent en couple et plus encore que pour les hommes. Donc ces dynamiques conjugales, familiales, elles doivent vraiment être appréhendées dans ces situations de mobilité. Et c'est ce que nous montrent aussi les recherches, nombreuses désormais, qui sont réalisées sur les expatriés dans le contexte des entreprises multinationales. Statistiquement, ce sont beaucoup plus souvent des hommes qui partent en mobilité que des femmes, notamment du fait de ces enjeux familiaux et conjugaux que j'évoquais il y a un instant.
Et ces recherches, au-delà des inégalités femmes-hommes, elles permettent aussi d'appréhender les enjeux liés à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre. C'est un peu moins vrai quand on parle d'une mobilité à l'ouest du continent européen, mais en l'occurrence, on le sait, il y a encore beaucoup de pays qui répriment l'homosexualité, par exemple. Et donc, en l'occurrence, des personnes en couple de même sexe peuvent éviter d'avoir une mobilité internationale, ou leurs employeurs peuvent anticiper que ça va être difficile pour elles, et donc elles peuvent avoir moins accès à ces formes d'expatriation qui sont pourtant, dans beaucoup d'entreprises privées multinationales, nécessaires, quasi nécessaires en tout cas, importantes pour connaître une ascension professionnelle. Donc voilà, ces inégalités internationales, elles rejouent en fait des rapports sociaux fondamentaux, des rapports liés au genre, liés à l'orientation sexuelle, qui méritent d'être pris en compte par les employeurs, en particulier si on estime que la mobilité internationale est un levier de la politique RH et devient potentiellement une condition pour les promotions professionnelles, parce qu'elle rejoue des dynamiques encore fortement inégalitaires. Alors, la lutte contre ces inégalités, l'égalité professionnelle, c'est un des cœurs, une des actions prioritaires de la DGFP. Ça fait partie de son ADN. Je l'évoquais pour la mobilité, et c'est aussi le cas pour cette politique, comme l'est aussi la diversité, l'égalité des chances et quelques autres axes majeurs qui structurent notre direction. Donc évidemment, ça nous tient à cœur. On voit bien, comme vous l'avez très bien décrit, que ça renvoie aussi à des réalités sur lesquelles nous n'avons pas forcément de prise en tant qu'employeur public ou en tant que DRH de l'État. Mais il faut quand même veiller à ce que les DRH, les employeurs, prennent toute leur part pour, à minima, éviter de les aggraver et pourquoi pas même de les compenser ou de les combattre avec les leviers qui sont les leurs, qui ne peuvent pas toucher tous les leviers et tous les facteurs d'inégalité, mais enfin, ils en ont quand même pas mal. Donc d'abord, cadre plus large, on voit bien que ça renvoie à des inégalités qui en réalité sont plus structurelles et qui impliquent une politique systémique de ressources humaines. C'est le cas, et nous avons donc déployé une action tout aussi systémique. C'est le cas par exemple avec les plans d'action dont toutes les administrations sont dotées désormais pour favoriser l'égalité professionnelle. C'était un acquis de l'accord signé unanimement par toutes les organisations syndicales en 2018, réaffirmé, consacré dans la loi par le législateur, dans la loi de transformation de la fonction publique. Et depuis, c'est le cas maintenant, toutes les administrations se sont dotées d'un plan d'action pour lutter donc contre les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes. Et donc, nous avons une série de dispositifs pour lutter aussi contre l'autocensure, par exemple. C'est aussi un sujet dont on sait qu'il peut concerner parfois plus les femmes que les hommes. Alors après, sur le sujet de la mobilité lui-même, une fois qu'on a essayé de traiter ce sujet systémique, qu'on le fait, c'est pas forcément évident. Moi, ce que je retiens quand même, c'est l'importance d'organiser le retour. C'est peut-être encore plus utile dans ce genre de contexte. Il y a aussi tout ce qui est accompagnement, appui, pourquoi pas logistique, aussi matériel. On sait que c'est le cas pour favoriser l'attractivité territoriale. Par exemple, là, je ne parle pas d'égalité professionnelle, mais les dernières recherches montrent que pour envoyer des agents dans des territoires qui sont peut-être moins attractifs, ce qui est recherché, c'est aussi une forme d'appui, une forme d'accompagnement, y compris vraiment très matériel. On peut imaginer que ça pourrait être utile pour combattre les inégalités de genre. Et puis dernière chose, diversifier les solutions de mobilité pour que celles qui sont prises en compte et pourquoi pas valorisées ne sont pas toujours les mêmes, qui favorisent au final un certain type de public et peut-être systématiquement des hommes. Voilà. Veillez à ce que valoriser les mobilités internationales, ça ne reconstitue pas, ça n'aggrave pas les inégalités professionnelles qu'on cherche à combattre par ailleurs. Je voudrais rebondir sur la notion d'autocensure qui est très, très répandue, hein, mais qui est assez critiquée en sociologie en particulier, qui me paraît important de déconstruire quand on parle de ces mobilités internationales. Vous avez indiqué les chiffres, même si c'est amené à se développer, ça reste des effectifs quand même très, très, très réduits par rapport à l'ensemble des agents publics. Et donc, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on se sent prête à un moment donné à exprimer un tel souhait, dans quelle mesure dans le contexte organisationnel dans lequel on se trouve, dans les relations qu'on a avec ses collègues, avec sa hiérarchie, qu'est-ce qui fait que un tel ou une telle va nous encourager à mener ce projet à son terme. Et en l'occurrence, le terme d'autocensure, me semble-t-il, il renvoie trop souvent la responsabilité du côté des individus qui se sentiraient pas prêts, pas capables, alors même qu'en fait, le fait de se sentir prêt, de se sentir capable est complètement inscrit dans le contexte organisationnel, dans le regard que nos pairs
nos chefs portent sur nous. Et en l'occurrence, voilà, là il y a une logique de management, j'allais dire, des ressources humaines, si on veut employer ce vocabulaire-là, très important, pour faire en sorte que la responsabilité ne soit pas toujours placée du côté des individus, et en particulier des individus qui sont pris de tas de contraintes dans le reste de leur vie, pour le dire comme ça, mais pour que voilà, les managers ils soient aussi attentifs et attentives à... comme vous le disiez, ne pas aller toujours à chercher toujours les mêmes, ne pas soutenir les projets qui leur apparaissent les plus évidents, les plus faisables, finalement les plus légitimes, au risque de perpétuer finalement un état des choses inégalitaire. Non, mais tout à fait d'accord, il y a une responsabilité des employeurs, y compris quand on évoque des phénomènes qui peuvent sembler renvoyer à des logiques purement individuelles, alors qu'en réalité elles renvoient aussi à un environnement qui conditionne ces comportements.